Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Education, votre magazine hebdomadaire dédié aux nouveaux métiers, nouvelles formations, nouvelles pédagogies, également aux nouvelles technologies de l'éducation. Ce sera le cas aujourd'hui puisque nous ferons d'abord un focus sur une intelligence artificielle capable de transformer n'importe quel contenu de cours en module interactif. Selon une étude de l'e-learning guide, 75% des contenus des cours traditionnels ne répondent plus aux besoins des étudiants. La start-up Knowledge s'est donc emparée du sujet. Également dans cette émission, un outil ludique contre les troubles de l'apprentissage. Poppins développe une application centrée sur le jeu et la musique pour accompagner les enfants atteints de troubles 10 comme la dyslexie. Ça, ce sera en deuxième partie d'émission. J'ai tout dit, Smart Education, c'est parti. Dans cette première partie, donc, un outil qui permet de transformer en module interactif tous les supports pédagogiques, comme du texte, de l'audio, de la vidéo, une sorte de boîte à outils au service des enseignants. Ça s'appelle Knowledge, ça repose sur l'intelligence artificielle et nous recevons la cofondatrice de la start-up, Nejma Begldin, nous accompagne. Bonjour. Bonjour Eva. Merci Nejma d'être avec nous aujourd'hui. Donc apporter une dimension interactive au cours, c'est ça le principal objectif, on va dire ? Absolument. L'ambition, c'est de rendre les activités interactives, engageantes, mais surtout des apprentissages durables. Et donc la solution, elle va permettre justement de générer une palette d'activités interactives qui vont permettre à l'enseignant d'apporter des activités qui sont adaptées aux besoins de l'apprenant et surtout qui permettent un apprentissage durable. Pourquoi plus adapté ? Ça, c'est l'intelligence artificielle qui permet de s'adapter au niveau de l'étudiant ? Alors la particularité de notre outil, c'est qu'on fait les choses différemment. C'est l'enseignant qui apporte cette phase d'adaptation. Donc, il sélectionne la source de référence qui va permettre à l'analyse. Et à partir de cette source, il va guider l'analyse et permettre d'ajuster aux besoins de ses élèves. On part du principe que l'enseignant, il connaît ses élèves, il connaît ses apprenants, et donc il sait que Victor a besoin de se focus un petit peu plus sur un concept et que Sarah doit se concentrer sur une thématique plus spécifiquement. Et donc l'outil va permettre à l'enseignant d'avoir cette flexibilité et d'avoir ce contrôle sur ce qui a été généré par l'IA. Et ça demande du temps pour l'enseignant, non ? Et c'est là où l'IA est utile, Ouais. c'est venir automatiser et faciliter ce travail de conception pédagogique. Comment elle fait cette IA pour transformer, donc je le disais, un texte, une vidéo en ce module interactif ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? Là, c'est peut-être la partie un peu tech. Alors, ce qui se passe, c'est très simple, c'est que quand on parle d'intelligence artificielle, on parle d'une intelligence qui essaye de simuler l'intelligence humaine. Et donc, nous, quand un enseignant, quand il veut générer un quiz ou rédiger un quiz, eh bien, il faut qu'il prenne un contenu de source et qu'il comprenne ce contenu. Donc l'IA va extraire le texte, comprendre le texte, identifier les éléments clés et va en générer des activités, donc des quiz, un glossaire, des définitions, un résumé. Et donc c'est ce travail de compréhension et de génération à la volée très rapidement que l'IA permet. Donc il fait exactement ce que faisait l'enseignant, mais de façon automatisée. Qu'est-ce qui ne fonctionnait plus, Nejma, je le disais en préambule de cette émission, qu'est-ce qui ne fonctionnait plus selon vous avec les cours, les supports traditionnels ? Ce qui fonctionne difficilement, c'est la charge de travail que doit supporter l'enseignant et ce temps de conception qui est monumental. On considère que pour 10 minutes d'activité interactive en classe, il faut à peu près 3 heures de travail et de conception pour l'enseignant. Et nous, on va faire ça en 10 minutes. Donc ça va permettre à l'enseignant de pouvoir véritablement proposer à ses élèves des activités qui lui font sens sans être en surcharge et sans se désengager de sa classe. C'est intéressant parce que vous vendez ça comme une solution au service des enseignants, mais in fine, c'est aussi l'apprenant qui va s'en servir et que ça aide. Absolument. On est dans une démarche holistique. La salle de classe, c'est pas une salle où il y a seulement des élèves, c'est pas une salle où il y a seulement des enseignants. Il y a une dynamique de travail, il y a une dynamique de groupe. Et effectivement, pour nous, ça part aussi de l'enseignant, mais il faut penser à l'apprenant qui doit s'approprier et puis être beaucoup plus autonome. Donc les activités qu'on génère, elles permettent aussi à l'apprenant de favoriser un travail de métacognition, de favoriser un travail de réflexion autour des stratégies qu'il met en place, mais aussi d'autonomie qui est nécessaire aussi pour l'apprentissage. Qui utilise Knowledge aujourd'hui ? On a à peu près 70 000 enseignants qui utilisent Knowledge, donc des enseignants du collège, lycée à l'enseignement supérieur. Et on a également des entreprises qui utilisent Knowledge. Donc des concepteurs pédagogiques, voilà. Comment ça se passe ? C'est eux qui viennent vous chercher ou c'est vous qui venez toquer à la porte des établissements ? Alors, notamment de l'enseignement supérieur, Alors,
Étonnamment, c'est eux qui sont venus à nous. Donc, nous étions avant sur le marché anglo-saxon et puis on s'est déployé sur la France. Et on a eu une forte demande à la fois des régions académiques, des académies, des enseignants et également au niveau de l'enseignement supérieur, des concepteurs pédagogiques. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu un gros push sur le développement du numérique dans ces établissements. Donc, ils ont investi énormément d'argent sur les plateformes LMS et sur tout un tas d'outils qui sont aujourd'hui sous-utilisés. Et donc Knowledge va permettre aussi de rationaliser les coûts et de venir propulser ces plateformes qui sont sous-utilisées parce que justement ils vont pouvoir générer des activités hyper rapidement et puis partager ça à leurs élèves. Vous les accompagnez, ces enseignants, au début du moins, à prendre en main l'outil? Oui, et alors on a fait ça, ce qui se passe généralement, c'est qu'on se rend dans les classes et on regroupe une centaine d'enseignants. C'est ce qu'on a fait sur notre expérimentation à l'Académie Nancy-Metz. Et ce qu'on voit, c'est qu'en 30 minutes, l'enseignant, il a le temps de comprendre comment fonctionne l'outil, de transformer un PDF en activité interactive et de le partager à ses élèves. Donc l'acceptation et l'adoption, elle est extrêmement forte. Donc vous le disiez, vous avez fait l'internationalisation à l'inverse, presque. Vous avez récemment levé 3 millions d'euros. C'est quoi l'ambition alors derrière cette levée-là, aujourd'hui et demain? L'ambition, c'est de se déployer sur la France et de permettre à tous les enseignants d'avoir une solution qui vont leur permettre de s'engager davantage et comme ils le souhaitent surtout avec leur classe et aussi un déploiement sur les États-Unis qui est un focus pour nous. Merci beaucoup Nejma Beldim d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Education. Je rappelle, vous êtes la cofondatrice de la start-up Knowledge. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On passe tout de suite à la deuxième solution. 6 à 8% de la population souffrira aujourd'hui de troubles 10. Ça, c'est selon la Fédération française des 10. Focus donc dans cette deuxième partie d'émission sur une application censée accompagner les plus jeunes au cours de leur scolarité. François Vontron, cofondateur de Popin, c'est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Education. Merci beaucoup d'être avec nous. Popin, c'est le résultat de 5 années de recherche scientifique. C'était quoi votre objectif? Notre objectif, c'est surtout de favoriser l'accessibilité aux soins. On parle d'enfants 10. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a des professionnels de santé qui font un travail incroyable, orthophonistes, psychomotes, ergothérapeutes, mais vous avez 12 mois de liste d'attente au niveau national pour y accéder. Une fois que vous avez passé cette barrière-là, vous avez une éducation, une rééducation qui doit être très intensive, donc 3 à 4 fois par semaine, nous dit le Collège français d'orthophonie. Et donc on est là pour apporter cette continuité thérapeutique et faire de la prévention sur les listes d'attente. Donc un outil autonome pour l'enfant, qui vient en complément des prises en charge traditionnelles. On va expliquer à quoi ressemble cet outil, mais François, on a l'impression en vous écoutant, en fait, vous êtes un peu à la croisée des mondes entre le médical, l'éducation et la santé. Voilà, est-ce que vous décririez votre solution comme un dispositif médical ou éducatif? Complètement un dispositif médical. En fait, nous sommes vraiment le seul acteur aujourd'hui à avoir un développement clinique complètement similaire avec celui du médicament, avec des essais cliniques qui sont faits à la Pitié-Salpêtrière, à l'hôpital Necker, à la Fédération française des 10. Et on a vraiment un développement, donc on va vers un remboursement par la sécurité sociale. On a vraiment une prise en charge qui est là pour ce dispositif médical et donc qui est certifié comme un dispositif médical. Ce n'est pas juste une application éducative, on n'est pas sur du gadget, on est vraiment sur un outil complémentaire. Vous en êtes tout ça, justement, sur cette question du remboursement de ce dispositif par l'assurance maladie? Aujourd'hui, on a fait 4 études scientifiques, dont un dernier essai randomisé, contrôlé, en double aveugle. Bref, vraiment, on est sur les plus hauts standards de l'évaluation des dispositifs médicaux. Ça nous donne des résultats vraiment très très chouettes sur l'augmentation de la vitesse de lecture en précision et en vitesse, du coup chez ces enfants dyslexiques, 7-11 ans principalement. Parce que est-ce qu'aujourd'hui c'est accessible financièrement pour des familles modestes, cet outil? Il y a une très très grande disparité financière. Donc depuis le début, notre combat c'est celui de l'accessibilité. D'où le chemin au remboursement qu'on pense avoir normalement dans 12 mois. Mais d'ores et déjà, il y a 2 chemins d'accès. Le premier, c'est celui des mutuelles, des complémentaires santé. Il y en a déjà 8 qui prennent en charge Aesio, l'IRSEM, le groupe Passeur Mutualité, Alliance, etc. La MAE qui nous fait aussi confiance depuis le début. Donc il y a plein de complémentaires qui permettent de prendre en charge ce dispositif médical. Et on a ouvert en outre un accès en direct pour les patients qui peuvent se le permettre, sachant que les patients qui ne peuvent pas se le permettre pour certaines familles, on offre aussi des conditions vraiment d'accès favorables pour vraiment faire en sorte que tous nos travaux de recherche de médecine puissent être accessibles à tous. Bon, c'était intéressant. On va expliquer pour ceux qui nous regardent comment fonctionne cette application exactement, ce qu'on peut y trouver. Moi, je parlais de jeux de musique. Je crois qu'il n'y a pas que ça. Voilà, expliquez-nous. Qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui sur cette application Popins? Très concrètement, donc c'est une application disponible sur iOS et sur Android qui va être là pour accompagner l'enfant dans son parcours de soins, sur lequel l'enfant va faire des exercices musicaux et rythmiques. La musique et le rythme, c'est extrêmement important parce qu'en fait,
ça va être le même mécanisme cognitif qui va vous permettre de segmenter des sons dans la parole et dans la lecture. Donc on vient ainsi travailler tous les sous-jacents de l'écriture et de la lecture. Donc très adapté pour les troubles 10, justement. Complètement. Ouais. Et donc on vient compléter ça avec des exercices de langage écrit que vous allez retrouver un peu plus traditionnellement pour avoir une partie beaucoup plus concrète et appliquée, et donc qui va permettre de voir des évolutions rapides. Donc si vous voulez ces deux blocs-là dans l'application, ça va permettre d'une part de travailler tous les fondamentaux, les sous-jacents pour permettre que l'enfant apprenne à mieux apprendre, et de l'autre côté d'avoir des exercices très concrets qui vont lui permettre d'avoir des résultats dans la vie quotidienne. Quand vous dites fondamentaux, c'est quoi? Français, mathématiques? C'est très orienté sur le français, sur la lecture, effectivement. Et lecture, d'accord. Tout à fait. Cette application-là, donc c'est le cœur, vraiment, c'est le dispositif médical. Au-delà de ça, on a construit toute une communauté avec la Fédération française des 10 pour accompagner le parent. Donc on a du contenu, on a vraiment des pontes du sujet, des chercheurs qui interviennent, qui présentent leurs travaux, une orthophoniste qui est disponible 24/24, qui n'est pas là pour faire du diagnostic ou quelques recommandations médicales, mais qui est là pour faire de la guidance parentale plutôt. Donc on a vraiment toute une communauté qui est là pour accompagner. Le but, c'est vraiment de lutter contre la désinformation médicale et de faire en sorte que dans le prolongement de notre dispositif qui a été construit sur des bases solides et scientifiques fortes, on puisse être là aussi pour répondre aux questions des parents. Donc très adapté aux troubles 10, notamment la dyslexie, mais pas que, je crois. De quel trouble en fait il s'agit aujourd'hui? Les enfants qu'on voit, ils sont multi-10. On a des enfants qui sont dyslexiques, mais qui ont en fait 40% de chances d'avoir un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, 22% de chances d'avoir une dyspraxie, un trouble de la motricité. Donc, tous ces enfants-là ont vraiment des troubles qui sont multiples, avec des co-occurrences qui sont multiples. Pour autant, notre focalisation cœur sur la dyslexie. D'accord. Aujourd'hui, on a des enfants qui ont plein d'autres troubles et on a plein d'essais cliniques qui sont encore en cours, donc on ne peut pas encore s'avancer sur ces sujets, mais on a des résultats qui sont qui commencent à être intéressants et on pourra se prononcer dessus dans les années à venir. Et François Vontron, combien, je ne sais pas, d'enfants utilisent déjà votre application aujourd'hui, vous le savez? Alors aujourd'hui, on a été en essai clinique pendant 5 ans avec un peu plus de 7000 familles. Ouais. On vient de l'ouvrir maintenant officiellement depuis 2 mois. Il y a déjà 1500 familles qui nous utilisent au quotidien et ce chiffre ne fait que grandir. Vous parlez vraiment de famille, c'est intéressant. Merci beaucoup d'être venu nous présenter Poppins aujourd'hui dans Smart Éducation, François Vontron. Je rappelle, vous êtes le cofondateur de l'application Poppins. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite. Ciao.